Alors mes chers amis, j'aimerais passer en revue aujourd'hui avec vous un certain nombre de halachot qui concernent le soir du Seder et qui ne sont pas suffisamment connus ou en tous les cas dont on ne comprend pas toujours le sens. Alors commençons par le commencement. Commençons le Seder avec Kadesh Uchatz. Qu'est-ce que Kadesh? Kadesh, c'est le Kiddush. On procède au Kiddush. Simplement, il va y avoir une différence entre ce Kiddush et le Kiddush habituel du vendredi soir ou des jours de fête. Quelle différence? Généralement, lorsqu'on procède au Kiddush, le maître de maison prend une coupe de vin, il récite la bénédiction et il acquitte tous les convives qui se trouvent autour de la table. S'ils veulent goûter un petit peu du vin, c'est bien, c'est conseillé, mais il n'y a rien d'obligatoire. Dans ce Kiddush-là, tout le monde va devoir boire. Et non seulement boire, mais boire une certaine quantité. La quantité de Rov Revit, la majorité d'un Revit. Qu'est-ce qu'un Revit? Un Revit, c'est 86 millilitres. Si un jour vous oubliez, c'est la valeur numérique du mot kos. Kos, c'est un verre. Kaf, c'est 20. Vav, c'est 6, ça fait 26. Et sa mère, c'est 60, ça fait 86. 86 millilitres, c'est ce que la coupe de vin doit contenir. Mais je ne suis pas obligé de tout boire. Il faut que je bois le rov, la majeure partie de ce Revit. C'est-à-dire que si j'ai bu 44 millilitres, je suis acquitté. Il y a un point important à savoir. C'est que contrairement au Kiddush, au sujet duquel on a l'habitude de dire que ça suffit amplement de boire 44 millilitres, peu importe la dimension, la taille, la contenance du verre, là au sujet de Pessah, il y a certains décisionnaires qui disent qu'il faut boire non pas Rov Revi'it, mais Rov Kos, la majeure partie du verre. C'est-à-dire que si j'ai un grand verre immense, j'avais un oncle comme ça qui avait amené un verre du Maroc immense, dans lequel on pouvait mettre 1,5 litre de vin. Et bien d'après certains décisionnaires, ça ne suffit pas qu'il boit 44 millilitres. Il faut qu'il boit la majorité de ce verre. Et donc c'est énorme. Voilà pourquoi au Seder, c'est bien d'avoir des beaux verres, certes, mais petits, qui ne contiennent pas trop. Comme ça, on peut boire non seulement le Rov Revi'it, mais aussi le Rov du verre, la majeure partie du verre, et s'acquitter d'après tout le monde. Comment ça se fait qu'au sujet du Kiddush, en général, ce n'est pas la peine que tout le monde boive, or que là, il faut que tout le monde boive? Réponse, c'est que ce verre, non seulement c'est le Kiddush, mais c'est aussi l'un des 4 kosot. Vous savez que le soir de Pessah, il y a une obligation à tout un chacun, homme, femme, enfant, de boire 4 verres de vin. Et le premier verre, c'est celui-là. Donc c'est pas possible que moi je m'acquitte de boire ce verre parce que le maître de maison a bu. Non, le maître de maison il a bu, il s'est acquitté lui-même. Moi aussi, il faut que je bois activement de mon verre pour pouvoir m'acquitter. Et donc tout un chacun doit boire de son verre. Ce verre, il ne faut pas le siroter. Pour qu'on puisse considérer qu'on l'a bu, il faut le boire, comme on a l'habitude de boire. Boire, il vaut mieux essayer de boire le Rov Revi'it en une fois, c'est-à-dire d'un trait, mettre le verre et boire d'un trait. Ou alors en 2 fois, mais pas plus. Ceux qui ont vraiment beaucoup de mal, qui s'efforcent à boire cette quantité en pas plus que 4 minutes. Mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est en 1 trait ou 2 traits, mais surtout pas plus. Au sujet de la bénédiction qu'on va devoir réciter sur ces verres. Alors venons réfléchir intelligemment. Lorsque je vais faire Kadesh, je vais réciter Boré Peri Hagefen sur le premier verre de vin. Ensuite, lorsque je vais devoir réciter la bénédiction lors du Magid sur le deuxième verre de vin, vous êtes d'accord que ce n'est pas la peine de réciter la bénédiction. J'ai déjà récité sur le premier verre de vin. Donc jusqu'à présent, tout va bien. Premier verre, il faut réciter. Deuxième, ce n'est pas la peine. Ensuite, il va y avoir le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon, il va être une interruption entre la première bénédiction que j'ai récitée sur le premier verre de vin et le verre que je vais boire juste après le Birkat Hamazon. Donc vous comprenez bien que sur la troisième coupe de vin, qu'est-ce qu'il va falloir faire? À nouveau, refaire une bénédiction de Boré Peri Hagefen, puisque le Birkat Hamazon a été une interruption. Ensuite, lorsque je vais boire un 4e verre de vin, est-ce que ça va être la peine de réciter à nouveau Boré Peri Hagefen? Ben non, il y a quelques minutes, tu viens de réciter Boré Peri Hagefen sur ton verre de Birkat Hamazon. Et il n'y a rien qui a interrompu entre-temps. Donc, c'est pas la peine. Voilà quelle est la logique pure, et voilà quelle est la coutume séfarade. Elle obéit à la logique, a priori, vous avez bien compris. Simplement viennent les Ashkenazim et ils disent non. On doit réciter la bénédiction non seulement sur le premier verre de vin, mais aussi sur le second, et aussi sur le troisième, et sur le 4e. Comment ça se fait? Le premier et le troisième, on a compris.
Mais pourquoi sur le deuxième et sur le quatrième? Ça défie toute la logique de la halakha, a priori. Disent les décisionnaires ashkénazes, c'est parce qu'on a un principe. C'est que chacun des 4 verres constitue une mitzvah à part entière. J'ai une mitzvah de boire un premier verre, j'ai une autre mitzvah de boire un deuxième verre, j'ai une autre mitzvah de boire un troisième verre, j'ai une autre mitzvah de boire un quatrième verre. Donc chaque verre, c'est une mitzvah à part. Donc, il faut réciter une bénédiction sur chaque verre. Question qu'on me pose en général, est-ce qu'il faut procéder à la shtifa ve'adacha de chaque verre? Vous savez qu'il y a une coutume, à chaque fois qu'on a un verre de vin, de bien le nettoyer avec de l'eau à l'intérieur, à l'extérieur, pour être sûr qu'il est vraiment propre et nickel au moment où on va réciter la bénédiction. Est-ce que c'est la peine de procéder à cette shtifa et adacha de chaque verre de vin ou pas? D'après le Kaf HaChaim, d'après la Kabbale, c'est bien effectivement de procéder. Au premier, deuxième, troisième, quatrième, entre chaque verre, on rince bien le verre et on le remplit à nouveau de vin. La coutume du Mishnah Brura, c'est que le premier verre, il faut procéder à shtifa ve'adacha, il faut bien le nettoyer. Le deuxième, c'est pas la peine. Le troisième, uniquement si le verre est sale, sinon c'est pas la peine non plus. Et le quatrième, c'est pas la peine. Voilà, en 2 mots, ces halachot-là. Ensuite, on continue. Kadesh uchatz. C'est quoi uchatz? Uchatz, c'est on se lave les mains. Pourquoi on se lave les mains? Le pain, on va le manger plus tard. Réponse, parce que qu'est-ce qui vient après le uchatz? Kadesh uchatz. Karpas. On va manger le karpas. C'est quoi le karpas? Le karpas, c'est un petit peu de salade comme ça, un petit peu de... Chacun prend ce qu'il a envie comme espèce de légumes pour le karpas. Mais en tous les cas, on prend un petit peu de karpas et on le trempe dans de l'eau salée. Pourquoi dans de l'eau salée? Pour se souvenir de l'amertume qui fut celle de nos ancêtres. Or, lorsqu'on prend un légume et qu'on le trempe dans de l'eau, même si c'est de l'eau salée, il faut tout d'abord procéder à la netilat yadayim, sans bracha. Mais on procède à l'ablution des mains. Si vous voulez, un jour, on fera toute une série de cours à ce sujet. Dans quelle mesure, quand, comment, pourquoi? En tous les cas, telle est la halakha. Donc, étant donné qu'on va prendre avec nos mains ce karpas-là, ce céleri qu'on va tremper dans de l'eau salée, il faut tout d'abord procéder à l'ablution des mains sans bracha. Question, pourquoi on amène ce karpas? À quoi il sert? Or, en général, vous interrogez les enfants qui ont étudié à l'école, ils vont vous dire, karpas, ça constitue le mot parer samer. Samer, c'est 60. Et parer, c'est un asservissement insupportable. Pour bien nous montrer, pour bien se souvenir au moment où on mange ce karpas, pour bien se souvenir de l'asservissement des 600 000 juifs qui ont dû endurer cet asservissement insupportable. Parer samer. Mais ça, c'est qu'une allusion. Quelle est la raison d'après la halakha? Pourquoi effectivement on amène ce karpas? Réponse de la halakha, c'est pour que les enfants posent des questions. En général, à quel moment on amène les salades à table? Une fois qu'on a déjà amené le pain, on a déjà fait un motzi, à ce moment-là on amène les salades à table. Ce jour-là, on va emmener la salade, le karpas, on va l'amener avant même d'avoir fait netila. Alors les enfants ils vont dire, mais je comprends pas, on fait kiddush juste après on amène les salades, c'est pas comme d'habitude. Or ce qu'on souhaite, mes chers amis, le soir du seder, c'est à susciter le questionnement de l'enfant. Que l'enfant dise, papa, qu'est-ce qui se passe? Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on amène les salades avant aujourd'hui? Il y a quelque chose de bizarre. C'est ça qu'on souhaite. C'est la raison pour laquelle on amène le karpas. Si vous comprenez bien la logique, vous comprendrez aussi alors comment ça se fait qu'on ne dise pas que le maror qu'on va amener ensuite, c'est lui qui va susciter la question des enfants. Pourquoi on a besoin d'amener du karpas? Le karpas, c'est vraiment une takana pour susciter la question. Le maror, lui, c'est une obligation de l'amener. On n'a qu'à dire comment on va amener le maror. C'est une véritable mitzvah, une mitzvah de la Torah à l'époque. Aujourd'hui, une mitzvah des Rabbanan. C'est pas qu'une coutume. Comment on amène le maror? Les enfants ils vont demander comment ça se fait qu'on amène. Réponse non. Le maror, on l'amène après avoir fait motzi. C'est l'habitude. Après avoir fait motzi, on amène en général la nourriture, les salades, etc. Donc là, les enfants, ils vont rien demander. Tout le questionnement, il provient du fait qu'on ait amené le karpas avant d'avoir procédé à la netilat yadayim et au motzi. Il faut que vous sachiez, c'est très important que les enfants posent des questions ce soir-là. Extrêmement important. Pourquoi? Parce que lorsque la Torah nous donne l'ordre de raconter le récit de la sortie d'Égypte et de l'asservissement en Égypte, il est écrit
Ki shalcha bincha machar lemor. Lorsque ton fils demain te posera la question. Ça veut dire que la réponse, elle n'a de sens qu'après une question qui a été posée par l'enfant. C'est-à-dire que pour s'acquitter de la mitzvah, il faut qu'il y ait eu une question auparavant. Et certains décisionnaires qui vont dire que si l'enfant n'a pas posé de question, s'il n'y a eu aucun questionnement, on ne s'acquitte pas. La Torah, elle dit lorsque ton enfant demandera, donc il faut qu'il demande. Et c'est important. Alors pourquoi il faut que l'enfant demande? Il y a le Maharal qui explique tout type d'explication, qu'une réponse qui vient après une question, c'est beaucoup plus intégré dans l'esprit de l'enfant qu'une réponse qui vient alors qu'il n'y a pas eu de question. Tout ce que vous voulez. Mais il faut, d'après la halakha, qu'il y ait eu une question. On raconte qu'un jour, il y avait l'un des grands tzadikim, lorsqu'il était enfant. Il était à la table du Seder, et son père, il faisait tout type de choses bizarroïdes pour que le fils pose une question. Il a mis un chapeau de clown, il s'amusait à amener la salade avant, à amener des bonbons alors qu'il n'avait pas l'habitude, plein de trucs bizarroïdes. Et l'enfant, il pose rien. Alors, au bout d'un moment, il y en a un qui est venu voir l'enfant, il lui a dit « Mais pourquoi tu ne poses pas de questions ?» Il dit « Moi, on m'a toujours appris. On ne pose pas de questions sur ce que papa fait. Quand papa fait quelque chose, on ne pose pas de questions, on accepte. » En tous les cas, il faut poser des questions. Et la façon dont on suscite la question, entre autres, c'est en amenant ce karpas. Sur le karpas, on va réciter la bracha de Boré Peri Adama. Et on va avoir l'intention d'acquitter le maror qu'on emmènera ensuite. En effet, je vous pose une question. Lorsqu'on va amener le maror, c'est vrai qu'on aura déjà fait un motzi sur le pain, sur la matzah. Simplement, le maror, c'est une salade. Une salade qui ne vient pas pour accompagner le pain. Dans un premier temps, en tous les cas, on mange le maror tout seul. Ça ne vient pas pour accompagner le pain. Ça ne vient pas pour rassasier. Donc, a priori, on devrait faire Boré Peri Adama sur ce maror. Comment ça se fait qu'on ne fera pas Boré Peri Adama sur le maror? Réponse, parce qu'on a déjà fait Boré Peri Adama sur le karpas. Donc, le Boré Peri Adama qu'on a fait sur le karpas, il faut avoir l'intention que ça acquitte le maror. Attention, le karpas, lorsqu'on le mange, ce n'est pas la peine de s'accouder. Et il faut essayer, a priori, de faire attention à ne pas en manger une trop grande quantité. Il faut en manger moins que 28 grammes. Parce que si on en mange plus que 28 grammes, on rentre dans un problème. Peut-être qu'il faudrait faire nefashot après. Et après, on va avoir un problème avec le maror. Bref, on mange une petite quantité. Ensuite, il faut... on va continuer le seder. Donc, kadesh, ochas, karpas... Yachatz, on coupe la matzah en deux, ça tout le monde connaît. Yachatz, Magid, on va raconter l'histoire. Et ça, c'est la partie la plus intéressante. Les enfants, en général, ils ont déjà envie qu'on amène la nourriture, pas qu'on raconte par exemple des parachiotes. Mais en tous les cas, il faut essayer de les captiver. Magid, Rochza, après on fait une Netilat Yadayim, là la vraie de vraie, une Netilat Yadayim avec bracha, parce qu'on va s'apprêter à manger la matzah. Et ensuite, on en arrive à Motzi Matzah. Motzi Matzah, c'est l'accomplissement d'une double mitzvah, a priori. Première mitzvah, Motzi. On va manger du pain, on va s'apprêter à faire un repas. Donc on mange. Comme à Shabbat, on mange du pain. On fait la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz. Mais là, en dehors de ça, il y a une autre mitzvah. La vraie mitzvah, la grande mitzvah de l'année. La mitzvah de la Torah, de manger de la matzah. Et ça ne suffit pas de dire Hamotzi Lechem Min Haaretz. C'est une bracha qui a été instituée sur cette matzah, à l'achilat matzah. Mais là, j'aimerais bien attirer votre attention sur un certain nombre de points. Vous aurez remarqué que sur la table du Seder, on a 3 matzot. Une matzah en dessous qui est entière, une matzah au-dessus qui est entière, et une matzah au milieu qui est coupée. On l'a coupée au moment où on l'a divisée en deux, une partie pour la ficomane, une partie on l'a laissée ici. Quel est le sens de ces matzot? Il y en a 3, on ne comprend pas très bien. Pourquoi il y en a une coupée au milieu? Pourquoi pas 2? En général, il y en a 2. Shabbat, il y a 2 matzot, il y a 2 pains à table. Pourquoi il en faut 3? Qu'est-ce qui se passe ici? Écoutez bien. Pourquoi il faut nécessairement qu'il y ait une matzah qui soit coupée? Parce qu'il est écrit dans la Gemara que ce pain, il s'appelle lechem oni. C'est un pain de pauvreté. Vu le prix au kilo, on n'a pas l'impression. En tous les cas, c'est censé être un pain de pauvreté. Le pain qui n'a pas eu le temps de monter. Et donc, quand un pauvre mange du pain, il y a écrit, il n'a pas l'habitude de manger un pain entier. Il mange un petit morceau de pain. Ce n'est pas du pain entier qu'il a. Donc il fallait nécessairement qu'il y ait un petit morceau de pain pour pouvoir réciter la bracha de Alachilat Matzah.
La bracha de Achilat Matzah, on la récite sur un pain qui est comme le pain que les pauvres ont l'habitude de manger. Donc il fallait qu'il y ait un morceau qui n'est pas entier. Maintenant, quel est le problème? C'est que vous connaissez la halacha, que tout Shabbat et tout Yom Tov, au moment où on procède au Hamotzi, il faut avoir 2 pains entiers. Lechem Mishneh. Comment on va faire lechem Mishneh si j'ai un pain entier et un pain qui est coupé? Alors j'ai envie que ce soit un pain de pauvre, d'accord, mais j'ai une mitzvah. J'ai une mitzvah qui consiste à faire lechem Mishneh. Alors là, écoutez bien, qu'est-ce qu'on fait? On a dans la main 3 matzot. Dans les 3 matzot, il y en a 2 qui sont entières. On prend les 3 matzot dans la main et on fait Hamotzi lechem min haaretz. Hamotzi lechem min haaretz, c'est ce qu'on a l'habitude de faire le Shabbat, c'est ce qu'on a l'habitude de faire pendant les jours de fête, à Yom Tov. Hamotzi lechem min haaretz. Pour lechem Mishneh, il faut avoir fait Hamotzi lechem min haaretz. Ça veut dire, lorsque je fais Hamotzi lechem min haaretz, si j'ai un double pain, un lechem Mishneh, je suis quitte. Ensuite, je laisse tomber la matzah du bas, qui était entière. Maintenant, j'ai plus besoin de lechem Mishneh, j'ai déjà fait Hamotzi lechem min haaretz. Maintenant, j'ai besoin de m'acquitter de l'obligation de manger la matzah. Manger la matzah, à l'achilat matzah, j'ai plus besoin d'avoir 2 pains entiers. 2 pains entiers, c'était pour Hamotzi lechem min haaretz. Donc ça, je laisse de côté l'autre. Moi, dans ma main, j'ai un pain entier et un pain coupé. Et là, je fais Baruch Ata Hashem à l'achilat matzah. Simplement, là, j'ai un doute. Est-ce que l'essentiel, c'est le pain coupé? Ou est-ce que l'essentiel, c'est le pain entier qui accompagnait le pain coupé? C'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, ce qu'on s'efforce de faire, c'est de manger un petit peu des deux. Un peu du pain entier, un peu de la matzah du haut qui est entière, et un peu du pain coupé. Et ceux qui veulent vraiment bien faire, l'idéal, c'est de manger 2 kazeitot. 2 fois 28 grammes. 28 grammes de celui d'en haut, et 28 grammes de celui qui est coupé. Puisqu'on ne sait pas très bien lequel est le plus important. En général, on n'a pas des matzot énormes, donc c'est tout juste si on a 28 grammes dans le petit bout qui est coupé, effectivement. Mais alors on prend un petit peu de celui-là, un petit peu de celui d'en haut, qu'on distribue à chaque personne, et après on complète avec des autres matzot. En général, on essaye que ces autres matzot aient été à table au moment où on a récité ces bénédictions de l'achilat matzah. Comme ça, on est tranquille et on n'a aucun problème. Voilà, j'espère que vous avez bien compris, c'était un tout petit peu compliqué, mais je vous fais confiance. Lorsqu'on mange cette matzah, lorsqu'on boit les verres, il faut être accoudé. Accoudé, c'est pas faire semblant. Accoudé, c'est pas mettre la main comme ça, comme si on était triste, comme si on était inquiet. Accoudé, c'est vraiment se mettre à 45 degrés, tranquillement, du côté gauche. C'est de cette façon-là qu'on doit s'accouder, comme des bnei chorim, comme des gens qui sont complètement libres. Ceux qui ont l'habitude, les gens d'Algérie, de Tunisie, comme ça, de s'asseoir sur des couffins, alors qu'ils le fassent, et en général, vraiment, c'est la liberté, la vraie liberté. En combien de temps il faut faire en sorte de manger cette matzah? Il faut essayer a priori pour ceux qui peuvent, en 2 minutes. Parce que certains décisionnaires disent que le temps de Keder Achilat Pras, c'est 2 minutes. Le temps le plus retenu, c'est 4 minutes. Il y en a qui veulent dire que ça peut être même jusqu'à 7 minutes. Mais a priori, on s'efforce de manger le premier kazaït en un laps de temps de 4 minutes. Ceux qui peuvent 2 minutes, c'est le mieux. Donc vous comprenez bien qu'il ne faut pas parler. Si on parle et qu'on commence à décider de est-ce que la matzah est bonne ou pas bonne, est-ce qu'il vaut mieux les matzot qu'on a achetées l'année dernière ou pas, et combien ça coûte et machin, on n'a aucune chance. Il faut manger et ne faire que manger. Bientôt on va expliquer pourquoi en dehors de ça, c'est pas bien de parler à ce moment-là. En tous les cas, pour l'instant, il faut s'efforcer de manger ça à ce moment-là. Avoir l'intention au moment où on mange de s'acquitter de la mitzvah de la consommation de la matzah qui est une mitzvah de la Torah. Il y a des matzot qui sont molles. Ces matzot-là, en général, on peut manger une toute petite quantité et avoir déjà un kazaït. Donc, c'est conseillé pour les personnes qui ont du mal à manger les matzot comme ça, qui ont du mal à manger une demi-matzah, ou qui ont du mal à manger en général une matzah entière, ça fait un kabetza. Les gens qui veulent manger un kabetza mais qui ont du mal, ils peuvent s'acheter des chalot molles, des matzot molles. En général, c'est déjà beaucoup plus simple. Maintenant, j'aimerais vous dire, mes chers amis, un chidouche. Je sais que c'est un chidouche, je sais que c'est pas connu, je sais que ça va embêter quelques personnes, mais je vous fais confiance. J'ai un ami aujourd'hui qui m'a dit, moi je connais les gens qui écoutent vos cours sur Torah Academy. C'est des gens sérieux. Comme ça il m'a dit. Il m'a dit, les gens qui sont sur Torah Academy, c'est tous des gens sérieux. En tous les cas, c'est l'impression qu'ils m'en donnent quand je vois leurs commentaires, leurs questions-réponses. C'est des gens sérieux. Donc puisque vous êtes sérieux, mes chers amis, je vous donne aujourd'hui un grand chidouche. C'est le Shulchan Aruch qui l'écrit. Écoutez le chidouche. Après avoir fait Motzi Matzah, qu'est-ce qu'on va faire? On va manger le maror. Sur le maror, on ne fera pas Boré Peri Adama, puisqu'on l'a déjà fait sur le Karpas. Simplement, sur le maror, il y aura une bracha.
Alachilat maror, c'est une mitzvah. Midera banane, aujourd'hui on n'a pas de Beth Amikdash de manger le maror. Il y a une bénédiction à réciter. Très bien. Après le maror, qu'est-ce qu'il y a? Maror, korer. C'est quoi korer? Korer, c'est on prend une matzah, on prend du maror et on fait un sandwich. Pourquoi on fait ce sandwich? Pour s'acquitter de l'opinion de Hillel. Hillel, il disait, au moment du Korban Pessah, on ne mangeait pas que du maror, on ne mangeait pas que de la matzah, on mangeait matzah avec maror et Korban. Il dit donc aujourd'hui aussi, il faut se souvenir du Korban Pessah, et donc il faut manger matzah plus maror, et donc on fait un sandwich. Alors bien sûr, le maror, on le trempe dans le charoset. Il y a des gens qui font une erreur, qui mangent de la charoset avec du maror. Le maror, il est genre secondaire par rapport à la charoset. Dans la chaï écrit, c'est pas bien comme ça. Le maror, c'est l'essentiel. Le charoset, il est vraiment, il doit être secondaire. Et pourquoi? Parce que le charoset, ça a un bon goût. Le maror, c'est censé être amer. Bon, si on prend le maror et qu'on le trempe dans le charoset, et qu'il y a beaucoup plus de charoset que de maror, ou qu'il y a beaucoup de charoset, il n'y a plus le goût de l'amertume dans le maror, il y a un problème. Donc il y a écrit, on prend le maror, on le trempe dans la charoset, après on les poussette un petit peu comme ça, pour qu'il ne reste plus tellement de charoset dessus. Parce qu'il faut qu'il y ait du charoset, mais pas trop. Donc, la question que je vous pose est la suivante. J'ai fait alachilat matzah sur ma matzah. D'accord? Il a fait. J'ai fait alachilat maror sur mon maror. Maintenant, à quel moment je vais véritablement accomplir cette mitzvah-là d'avoir mangé ma matzah ou mon maror d'après Hillel, au moment où je vais faire le sandwich? Avant le sandwich, je ne suis pas acquitté. D'après Hillel, pour m'acquitter de matzah et de maror, il faut que je fasse le sandwich. Donc écoutez bien. Imaginez que je fais la bracha de alachilat matzah sur ma matzah. Et qu'après je papote. Après je prends mon maror, je fais alachilat maror, je mange mon maror, et je papote. Et après je vais manger mon sandwich. Il y a eu une véritable interruption entre la bénédiction de l'achilat matzah, la bénédiction de l'achilat maror, et le moment où je vais venir m'acquitter de cette consommation de matzah et maror ensemble. Or, c'est un problème. Si la halakha est comme Hillel, si vraiment je souhaite m'acquitter comme Hillel, il faut qu'il y ait une bracha. Il faut que la bracha elle puisse se reposer sur cette mitzvah-là. Or, il n'y a plus de mitzvah, il n'y a plus de bracha. Au moment où je fais la mitzvah, il n'y a plus de bracha. Donc c'est un problème. Je ne dis pas qu'on ne s'acquitte pas, mais en tous les cas, pas de la façon la meilleure. C'est la raison pour laquelle le Shulchan Aruch vient et il écrit de façon explicite que il ne faut pas parler entre depuis le moment où on fait la bracha de alachilat matzah jusqu'au moment où on va manger le korer, il ne faut pas parler. Alors bien sûr, s'il y a des choses urgentes qui sont à proprement liées au maror, amène-moi un peu de charoset, quelque chose, on peut. Mais toute chose qui n'a aucun rapport, il faut éviter. Je sais que c'est extrêmement difficile, je sais qu'il y en a qui auront du mal, mais il faut essayer. C'est le Shulchan Aruch. Si vous voulez toucher du doigt le problème, le biur halacha, le Chafetz Chaim, lui dit, moi j'ai un problème. Je vois que les gens ont l'habitude, avant de manger le korer, de réciter un petit texte. On fait ça pour s'acquitter d'après Hillel qui disait que ceci et cela. Dit le biur halacha, mais comment ça se fait qu'on fait ce texte, qu'on prononce ce texte? Quand on prononce ce texte, c'est une interruption entre la bracha de alachilat matzah et de maror et la consommation. Or il dit, si encore ça avait été une institution obligatoire, qu'on était obligé de réciter, je veux bien. Mais c'est pas obligatoire de réciter ce texte. Et dit le biur halacha, moi je pense que le mieux, c'est d'abord de manger le korer et après de réciter ce texte. Alors c'est vrai que la coutume c'est pas comme ça. Et c'est vrai qu'on a sur qui se reposer. Mais il n'empêche qu'en tous les cas, vous voyez combien le Chafetz Chaim a pris à cœur la halakha du Shulchan Aruch qui consiste à ne pas parler, à tel point qu'il a voulu effacer cette phrase de la Haggadah, qu'il a voulu la mettre après. Donc vous voyez que sans raison, il faut essayer à tout prix de ne surtout pas s'interrompre. Ensuite, la ficomane. La ficomane, il faut la manger a priori avant Chatzot, avant minuit. Vous regarderez dans les calendriers, selon l'endroit où vous vous trouvez, c'est quoi le minuit d'après la halakha. Mais il faut s'efforcer de la manger avant Chatzot. La ficomane, il faut la manger avec appétit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop se nourrir avant. Il faut laisser de la place pour manger de la ficomane. Si quelqu'un n'a plus aucun appétit, il ne peut pas s'acquitter de la mitzvah. Donc il faut garder encore un petit peu d'appétit malgré tout. Entre nous, la matzah c'est bon. Donc dans tous les cas, même si on n'a plus beaucoup d'appétit, on peut encore garder un petit peu. Ensuite, a priori, si on veut s'acquitter de la ficomane, il suffit de manger un kazaït.
Quelqu'un qui mange un kazaït, il est acquitté. Celui qui veut mieux faire, l'idéal c'est qu'il mange 2 kazaïtot. Pourquoi? Un kazaït pour la ficomane et un kazaït en souvenir du Korban Pessah. Le Hallel, il y a aussi beaucoup de décisionnaires qui disent qu'il vaut mieux avoir fini de le réciter avant Chatzot. C'est déjà moins urgent que la ficomane, mais vu que beaucoup de décisionnaires disent qu'il vaut mieux, on s'efforce de le faire. Et ensuite, mes chers amis, la nuit ne fait que commencer. Il est déjà minuit, 1h, on a toute la nuit devant nous. Le Shulchan Aruch écrit, et je vous répète, ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est une halacha. Ce n'est pas une coutume. Le Shulchan Aruch écrit, on est chayav, on a l'obligation, cette nuit-là, de continuer à parler de la Yetziat Mitzrayim, jusqu'à ce qu'on s'endorme. C'est une halacha. C'est pas il vaut mieux. On doit raconter, le père avec ses enfants, le grand-père avec ses petits-enfants, on doit continuer. On peut rester à table, on peut s'asseoir sur un fauteuil si on veut. Raconter, jusqu'à ce qu'on s'endorme. Jusqu'à ce qu'on soit tellement fatigué qu'on s'endorme. Tant qu'on ne s'est pas endormi, il faut continuer à raconter. On peut raconter les 10 plaies. Il y a tellement de choses fabuleuses à raconter. Il y a des agadotes tellement belles, avec des belles images, dans lesquelles on voit de quoi ça avait l'air exactement les plaies, dans lesquelles on rapporte des midrashim. Il y a des tas de choses. Simplement, il faut se préparer. Un père qui se prépare bien à ce seder, qui s'organise bien, eh bien, il peut être sûr d'avoir Bezrat Hashem un seder en bonne et due forme. Il aura de quoi raconter, il peut s'inspirer un petit peu des cours qu'on fait sur ce site, qu'il y a ailleurs. Il peut s'inspirer de tout cela et il aura largement Bezrat Hashem de quoi raconter. Pessar Kasher Vesamer, mes chers amis, et à bientôt. Kol Tov.